On va donc parler effectivement d'irrigation de la vigne. Je vais d'abord présenter rapidement ITK. ITK, on est une PME de Montpellier, de 50 personnes là, depuis peu, dont l'objectif est de développer les outils d'aide à la décision pour l'agriculture, et en utilisant en particulier la modélisation des cultures pour bien anticiper sur les besoins en eau, en fertilisation et en protection des cultures. Donc c'est un travail qu'on fait en collaboration étroite avec la recherche, et d'ailleurs les exemples qu'on va vous présenter proviennent du logiciel ITK Vigne qui a été développé dans le cadre d'un projet collaboratif FUI qui regroupait donc comme partenaires les principaux instituts de recherche agronomique du centre de Montpellier, des caves coopératives, Foncalieu et Sieur d'Arc, des équipementiers comme Géocarta et Netafim, et puis des acteurs du développement agricole, la Chambre d'agriculture de l'Hérault et l'association climatique de l'Hérault. Alors notre monde, c'est essentiellement celui du logiciel, mais vous allez voir que ça interagit forcément avec les équipements, puisque, comme on va le voir, les outils de la décision qu'on propose doivent s'appuyer sur des capteurs pour bien connaître l'état de la vigne. Ils donnent ensuite des préconisations qui devront être exécutées par du matériel de précision. Et c'est donc dans cet écosystème qu'on va s'intégrer, et je pense on va pouvoir travailler en synergie. Je vais vous passer donc la parole à Marek, un des membres de notre pôle modélisation, qui va vous présenter les applications du logiciel ITK Vigne, et en particulier les études prospectives qu'il a réalisées dessus. Donc pour ma part, suite à cette introduction, je vais vous rentrer un peu plus dans le détail des fonctionnalités de l'outil. À savoir, donc cet outil permet un suivi continu du statut hydrique via la simulation du potentiel de base, qui est utilisé ici comme indicateur du statut hydrique du vignoble. Et donc là, vous pouvez le voir justement, une simulation, donc une copie d'écran d'un exemple de simulation via l'interface, où on a cette courbe noire qui correspond à notre simulation de potentiel de base. En parallèle, l'objectif va être de définir un itinéraire hydrique optimal, défini selon des objectifs de production préalablement renseignés au sein de l'outil. Donc à savoir que ce lien a pu être réalisé à partir d'études expérimentales réalisées par l'INRA Pêche Rouge. Et donc, on va définir, en fonction de ces objectifs de production, cette zone verte, qui est notre itinéraire hydrique optimal, dans lequel il faut le situer pour atteindre au mieux ces objectifs de production. On a également une zone bleue qui va correspondre à des zones d'excès en eau, et enfin une zone orangée ou rouge qui va correspondre à des zones de déficit hydrique modéré à sévère, donc là où il vaut mieux éviter de se situer afin d'éviter d'avoir des impacts sur le potentiel de qualité ou de rendement du vignoble. Et donc cet outil repose sur une modélisation dite agroclimatique où l'objectif va être de simuler la dynamique hydrique au sein du sol, à la fois à partir d'une approche compartimentée afin de différencier ce qui se passe au niveau des rangs et des interrangs, qu'ils soient enherbés ou non. Et également donc, via la considération des propriétés physiques du sol. Du fait qu'on utilise ici une approche dite mécaniste, on va être à même de simuler tout un ensemble de processus qui vont impacter eux-mêmes cette dynamique hydrique, tels que des phénomènes de ruissellement, de drainage ou d'évaporation. Également tous les itinéraires hydriques, tous les itinéraires techniques qui vont être appliqués au sein du vignoble. Et donc, ils pourront impacter cette dynamique hydrique. En parallèle, le modèle est complété avec un modèle géométrique de la canopée qui nous permet de voir, de simuler la part d'interception du rayonnement, également des modèles de croissance végétative et de transpiration. Donc, on a vraiment à la fois un module sol et un module plante qui vont être couplés autour d'un programme de bilan hydrique qui vont nous permettre un suivi quotidien de ce potentiel de base et qui va lui-même, du coup, varier en fonction de la fraction en eau transpirable du sol, donc cette part d'eau accessible à la plante. Donc il y a déjà 3 intérêts à ce type d'outil, c'est qu'il ne nécessite pas l'emploi de capteurs en cours de saison, excepté bien évidemment pour des phases de calibration nécessaires pour un premier usage. Il présente un coût relativement modéré, mais également permet la possibilité de simuler, ça c'est un des grands intérêts, l'effet d'un changement de conduite, et ce à moindre coût, et donc à moyen ou à long terme. Au cours de cet exposé, je vais vous présenter 3 exemples d'usage en termes donc, de pilotage d'une irrigation de précision, également en termes de mise en place de simulations rétrospectives ou prospectives, dans le cadre d'études d'impact à long terme dans un contexte de réchauffement climatique par exemple, et enfin pour l'optimisation de pratiques viticoles.
Donc passons au premier exemple, qui est le pilotage de l'irrigation, qui ici va être illustré par un exemple d'application exécuté en Californie, donc est une des zones où l'on travaille. Donc ici une étude qui s'étale de 94, donc sur des données qu'on a pu récupérer de 94 à 2014. Donc période durant laquelle la Californie, vous devez le savoir, a subi un déficit hydrique croissant qui pose de nombreuses problématiques et qui a nécessité la mise en place de nouvelles stratégies de la gestion de l'eau au sein des vignobles. Dans ce contexte, on a étudié 3 types de conduites de l'irrigation. 2 premières qu'on peut retrouver dans cette région, une irrigation non limitée, où on va avoir comme pour objectif en fait une satisfaction de 100% de la demande évapotranspirative du couvert, mais également une approche dite d'irrigation déficitaire régulée, où ici l'objectif va être de satisfaire qu'une seule partie de cette demande évapotranspirative à certains stades de développement donnés qui ont été déterminés préalablement expérimentalement. Et donc, un des objectifs de cette pratique-là, ça va être notamment une meilleure gestion du couvert pour produire des baies d'une meilleure qualité. Et enfin, on va comparer donc, les préconisations en irrigation effectuées par ces 2 premières pratiques avec les préconisations d'ITK Vigne. Donc voici certains des résultats qu'on a obtenus dans le cadre de cette étude. Vous avez nos trois méthodes et enfin un ensemble de valeurs qui correspondent à des consommations moyennes en eau en millimètres par an. Et donc, si on regarde sur l'ensemble du cycle de culture, on se rend compte que l'outil permettrait, dans ce contexte d'étude-là, sur ce site spécifique, de l'ordre de 50 à 60% d'économie potentielle en eau, comparé à des pratiques non limitées ou déficitaires. Donc, dans ce contexte d'étude-là. Donc ça est déjà une illustration d'un intérêt en termes de pilotage de l'irrigation et d'accroissement des économies potentielles en eau au sein du vignoble pour maintenir en parallèle les objectifs de production. Le deuxième exemple d'usage, ici, en termes de simulation donc passé ou futur, en termes d'études d'impact à long terme, au travers d'un exemple d'application dans le Bordelais, dans la région de Pessac, où l'objectif ici était de voir l'effet d'impact du changement climatique, donc d'ici à 2100, à savoir que par le passé, ces effets étaient plutôt neutres ou bénéfiques à la production de vins de qualité. Et actuellement, beaucoup d'études montrent que le futur laisse présager une aggravation de ces conditions hydriques qui vont du coup impacter le potentiel de qualité et de rendement dans la région. Et donc, en ce terme-là, les outils de modélisation mécaniste sont pertinents car permettent de mieux chiffrer ces impacts à long terme. Et c'était un des objectifs de l'étude. Via une utilisation des données DRIAS, donc fournies par Météo France, où on a pu récupérer différents scénarios climatiques, donc correspondant aux hypothèses du GIEC, dans le cadre d'implémentation du modèle arpège. Vous pouvez voir ici 3 exemples, donc des scénarios A2, A1B et B1, qui correspondent à des scénarios plus ou moins optimistes ou plus ou moins pessimistes, donc de fortes à faibles émissions à gaz à effet de serre, qui vont avoir un impact, donc un gradient d'impact variable sur l'ensemble des variables climatiques qui sont intégrées au sein du modèle, que sont la température de l'air, l'humidité de l'air, le régime des pluies et la vitesse du vent. Donc, à partir de ça, on a pu simuler différentes choses. Dans un premier temps, les résultats d'évaluation du déficit hydrique au sein du vignoble. Donc ici, vous avez le pourcentage de jours du cycle dans laquelle la vigne se situe sous des conditions hydriques optimales ou hydriques sévères, selon nos 3 scénarios. Et on voit globalement qu'on tendrait vers une tendance à la baisse des conditions optimales, parallèlement associée à une augmentation des déficits hydriques sévères. Alors que le mode de gestion des années 80 semblait plus cohérent à l'époque vis-à-vis des conditions hydriques, des conditions climatiques, pardon. Et donc, on a été à même, dans le cadre de cette étude, de simuler les besoins d'apport en eau au sein de la parcelle d'ici à 2100. Et on voit que dans ce contexte d'étude-là, donc dans une région plutôt tempérée, on a un risque de doublement des besoins uniquement d'ici à 2100, avec une période aux alentours de 2000-2080 relativement peu variable. Et donc, notamment observé ici dans le scénario le plus pessimiste, A2, alors que les scénarios plus optimistes montrent des tendances plus tempérées. Pour ce type d'études-là, on s'est amusé également à l'appliquer dans des régions méditerranéennes, donc la région de Nîmes, où on voit ici des résultats beaucoup plus alarmants en termes de besoins d'apport en eau au sein de la parcelle, avec ici une estimation de ces doublements en besoins en eau plutôt d'ici 2030, et avec une certaine cohérence, quel que soit le scénario considéré.
Donc, face à ces évolutions du déficit hydrique à venir, il y a un réel besoin, en toute logique, d'optimiser les pratiques viticoles. Et c'est un des intérêts de l'outil, car on va pouvoir permettre, par exemple, de jouer sur les dimensions du vignoble en estimant les effets d'augmentation ou de réduction des distances entre interrangs, d'impact de la dimension du couvert, hauteur, largeur, et d'orientation des rangs. Cet exemple-là est illustré par une étude présentée dans une précédente conférence, dans le cadre d'une étude appliquée dans les costières de 1955 à 2014, et où on s'est amusé durant cette période-là à distinguer deux modes de conduite, une irrigation dite minimale, donc optimisée par ITK, où on va essayer de maintenir ce potentiel de base en bas de notre zone d'itinéraire hydrique optimal, dans cette zone verte, donc à la limite d'un déficit hydrique modéré, ce qui va nous permettre de maximiser les économies en eau tout en maintenant, en limitant du moins au maximum les effets négatifs sur les objectifs de production. Et enfin, en deuxième traitement, toujours cette irrigation optimisée, mais avec une optimisation des dimensions, en passant de 2,5 mètres au lieu de 2 mètres, et en compensant cette augmentation par une augmentation de la taille du couvert, afin de maintenir quand même le rendement. Il faut savoir que 2,5 mètres, ce n'est pas incohérent, c'est actuellement ce qui est utilisé en Californie en termes de dimensionnement des interrangs. Voici les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de cette étude. Vous avez tout en haut les méthodes d'irrigation actuelles, telles qu'elles auraient été apportées dans ces contextes d'études-là. Et enfin, l'irrigation optimisée par ITK Vigne, qui permettrait dans un premier temps de l'ordre de 50 à 60% d'économie en eau dans ce contexte d'étude. Et on se rend compte qu'ici, il y a un redimensionnement de la parcelle, donc un mode d'optimisation à moyen terme, permettrait d'accroître ces économies en eau. Donc on voit bien que l'outil permettrait ici d'optimiser, de proposer des solutions à court et moyen terme en l'attente de mise en place à plus long terme, comme celles qui sont actuellement étudiées dans le projet La Cave. Avec la modélisation, on peut donc proposer des pistes pour mieux gérer l'irrigation actuelle et aussi proposer des pistes pour essayer de proposer des modes de conduite différents qui permettraient de réduire les besoins. Ça doit bien sûr être validé pour l'expérimentation de terrain, mais au moins ça peut être l'apport de la modélisation, ça peut être justement de cibler un peu les pistes prioritaires. Donc, dans ce domaine, on a donc déjà des outils d'aide à la décision qui sont prêts à accompagner le changement. Mais bien entendu, ça ne peut fonctionner sur le terrain que si on a tous les équipements nécessaires pour développer ces techniques de précision. Alors, en ce qui concerne le suivi de l'état de la vigne, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de matériel de précision qui sont mûrs. Hein. Vous en verrez beaucoup d'exemples sur le salon, de capteurs météo, de capteurs pour mesurer l'état de la vigne et du sol. Et on va en parler aussi dans les présentations suivantes. Là où il y a un certain retard, c'est peut-être plus pour l'exécution de préconisations de précision. Alors, dans le cas des traitements phytosanitaires, il y a des choses qui commencent à apparaître. Là aussi, ça va être présenté dans la suite. Par contre, on manque un peu d'outils dans ce sens pour l'irrigation actuellement, puisqu'en fait, quand on voit, nous, chez nos clients ITK Vigne actuels, quand il y a un compteur d'eau dans la parcelle, enfin à l'entrée du circuit d'irrigation, c'est déjà bien, il n'y en a pas partout. Par contre, savoir quelle est la quantité d'eau qui arrive réellement au pied de chaque vigne, alors là, c'est le flou complet. Et pourtant, les technologies qui devraient permettre d'améliorer cette connaissance des apports en eau, elles existent, elles commencent à se développer, hein, ce qui relève de techniques de l'Internet des objets. Maintenant, il devient techniquement possible de fabriquer des débitmètres beaucoup moins coûteux que ce qui existe actuellement, des débitmètres qu'on pourrait décentraliser pour avoir vraiment un suivi fin des quantités d'eau réellement apportées à chaque extrémité des parcelles. Il faut aussi des débitmètres connectés parce que les solutions filaires, on voit bien que sur le terrain, c'est absolument ingérable. Et donc, il y aura toute une offre potentielle qui n'existe pas encore. Alors, ITK a décidé de s'y investir. On est en train de développer un prototype en vue d'un lancement pour 2016. On pourrait le voir sur notre stand. Tout au moins si on arrive effectivement à le remplacer, parce qu'on se fait piquer notre premier proto hier. Ça, c'est les petits aléas des salons. Mais c'est pas grave, là, on devrait pouvoir le remplacer. En tout cas, vous pourrez vous présenter des vidéos. Mais donc, enfin, voilà, c'est un petit exemple de la façon dont je pense que sur la viticulture, on a un avantage par rapport aux grandes cultures. Hein. Il y a les premières solutions de la culture de précision, grandes cultures, les cartes de rendement, les épandeurs de précision sont apparus il y a déjà une quinzaine d'années, à un moment où on manquait un peu d'outils d'aide à la décision pour en profiter vraiment.
Dans le cas de la viticulture, ce n'est pas le cas. Là, il y a vraiment une bonne synchronisation à la fois des avancées logicielles et techniques. Et donc, on peut espérer que grâce à ça, les techniques de viticulture de précision vont pouvoir se déployer encore bien plus vite qu'elles ne l'ont fait en agriculture, hein, comme le montraient les courbes présentées par Bruno. Voilà, on vous remercie de votre attention.